Bonjour et bienvenue dans la prépa concours prof de sport, le podcast proposé par le CREPS Bourgogne-Franche-Comté et dédié à la préparation des concours du professorat de sport. Je m'appelle Florent Gobard, je suis formateur, responsable du site de Besançon du CREPS Bourgogne-Franche-Comté et j'interviens depuis plusieurs années dans l'accompagnement des candidats au concours, à l'écrit comme à l'oral. À travers cette série de podcasts, l'objectif est simple. Vous aider à comprendre les attentes du concours, à structurer votre travail et à sécuriser votre préparation avec des apports méthodologiques, des repères institutionnels et des conseils concrets. Chaque épisode aborde une étape clé du parcours du candidat. Bonne écoute et bonne préparation. Épisode 7, la méthodologie de la note stratégique. Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une épreuve qui est un monument. Un vrai rite de passage pour ceux qui visent les postes de cadre dans le sport en France. L'épreuve écrite, numéro 1 du concours de professeur de sport. Et attention, on ne parle pas d'une simple dissertation. Non, c'est une simulation professionnelle de 4 heures, la fameuse note stratégique. Pour la décortiquer, on a mis la main sur des documents assez incroyables. D'un côté, des notes de Jean-Yves Taillac, qui a été concepteur de l'épreuve. C'est un peu comme avoir les plans de l'architecte, quoi. Et de l'autre, les rapports de jury officiels. Et ça, c'est une mine d'or. Ça nous dit sans filtre ce que les correcteurs adorent et surtout ce qui les exaspère. Notre mission, c'est de plonger là-dedans pour en sortir les stratégies, les astuces, tout ce qui peut faire la différence. C'est exactement ça. Et pour bien commencer, il faut comprendre ce que c'est, cette épreuve. Officiellement donc, il s'agit de rédiger une note pour un supérieur. Un directeur technique national, le fameux DTN, ou un chef de service. Et tout ça à partir d'un dossier documentaire qui fait souvent une bonne trentaine de pages. Les textes disent que l'épreuve vérifie la rédaction, l'analyse, la synthèse. Mais la phrase clé, celle où tout se joue, c'est la dernière. L'épreuve doit évaluer l'aptitude à dégager des préconisations concrètes. C'est là-dessus que la plupart des candidats trébuchent. Et il y a un détail dans les documents de Jean-Yves Taillac qui m'a vraiment sauté aux yeux. C'est la composition du jury. Il dit que 69% des correcteurs sont eux-mêmes professeurs de sport. Et ça, ce n'est pas anodin du tout. Ah non, ça change absolument tout. Ça change la perspective. Il ne note pas un étudiant, il recrute un futur collègue. Vous mettez le doigt sur le point essentiel. Cette statistique, elle change tout. Le correcteur, il lit la copie en se posant une question toute simple. Est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne? Est-ce qu'elle pige déjà les codes de notre métier? Il ne cherche pas un savant, il cherche un père. Et ça nous amène directement au mot qui est partout dans nos sources, stratégie. Les rapports de jury sont unanimes là-dessus. Ils se plaignent presque que la notion de stratégie est absente des copies. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Parce que beaucoup de candidats, j'imagine, pensent proposer une stratégie en listant des actions. C'est justement ça, le piège. Une liste d'actions, même si elles sont pertinentes, c'est un catalogue, pas une stratégie. Une stratégie, c'est une vision, c'est articulé. Il faut faire des choix, les hiérarchiser et surtout les inscrire dans le temps. Toutes les sources insistent là-dessus. Une bonne copie doit proposer du court, du moyen et du long terme. Ça montre une capacité à anticiper, à planifier. C'est ça la marque d'un cadre de catégorie A. Juste proposer de créer une commission, bon, ça ne suffit pas. Il faut expliquer pourquoi maintenant, quel est l'objectif à 3 ans et comment ça s'articule avec le reste. D'accord, je vois. C'est la différence entre une liste de courses et un vrai plan de bataille. Et pour construire ce plan de bataille, il y a une image, une métaphore très forte dans les documents de Taillac. Ah oui, le tableau de Raphaël, l'école d'Athènes. C'est une analogie brillante pour comprendre le cœur de l'épreuve. Pour ceux qui ne l'ont pas en tête, au centre de la fresque, on a 2 philosophes. Platon, qui pointe le doigt vers le ciel, le monde des idées, la théorie, quoi. Et juste à côté, Aristote. Lui, il a la main tendue vers le sol, vers la terre, le réel, la pratique. Et donc, le candidat, il doit être un peu des deux, capable de regarder le ciel et la terre en même temps. Précisément. Une copie qui cartonne, c'est une copie qui fait le pont entre les deux. Le dossier documentaire du jour J, c'est le ciel de Platon. C'est la théorie générale, des lois, des rapports, des articles de presse, des stats. Mais la commande, elle, vous demande de faire atterrir tout ça sur la terre d'Aristote, c'est-à-dire dans un contexte pro bien concret.
Une fédération avec ses problèmes, un territoire avec ses spécificités. C'est exactement ce que les rapports de jury appellent la territorialisation. Et ils le disent, hein, c'est l'exercice le plus dur et le plus discriminant. Oui, on voit bien l'écart dans les exemples qu'il cite. Les copies moyennes, elles restent en orbite. Elles proposent des actions super générales comme former, professionnaliser, des trucs qui pourraient marcher pour n'importe quel sujet. Alors que les meilleures copies, elles sont ancrées. Elles proposent ce que le rapport appelle un véritable diagnostic territorial approfondi. Le candidat, il endosse un rôle. Exactement. Il ne parle pas dans le vide, il se positionne clairement. Par exemple, en tant que conseiller d'animation sportif, un CAS, donc un agent de l'État sur le terrain, qui analyse les besoins de la Creuse ou de la Seine-Saint-Denis. Ou alors, il se met dans la peau d'un conseiller technique sportif, le CTS, donc le cadre d'une fédération. Et là, il va utiliser les vrais chiffres de sa ligue, les vrais problèmes de ses clubs. C'est cette incarnation, cette capacité à rendre la copie vivante, qui fait passer une note de 9 sur 20 à 15 sur 20. Je comprends. Donc, si on sait ce qui fait la différence en positif, les rapports doivent être aussi très clairs sur ce qui plombe une copie. J'imagine qu'il y a des erreurs qui reviennent tout le temps et qui font hurler les correcteurs, hein. Oh que oui, c'est presque un best-of des faux pas. La première erreur, la plus grosse, c'est la confusion des genres. Beaucoup de candidats traitent ça comme une dissertation. Ou pire, une simple note de synthèse. Ils passent 2 heures sur 4 à résumer brillamment le dossier. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'on leur demande. Le jury, il sait ce qu'il y a dans les documents, c'est lui qui les a faits. C'est un réflexe universitaire en fait. On montre qu'on a bien compris les textes. Voilà. Sauf qu'ici, les documents ne sont qu'un tremplin. La finalité, c'est l'aide à la décision. Résumer, c'est l'étape 1, mais le cœur du réacteur, ce sont les préconisations. Les copies qui y consacrent une demi-page à la fin, elles sont complètement hors jeu. D'accord. Deuxième écueil, j'imagine, la forme. Alors là, les rapports sont sans pitié. Et c'est un point qui les crispent vraiment. Un correcteur me disait « Je tombe sur une copie avec 3 fautes par ligne, une syntaxe bancale. Je n'arrive même plus à lire le fond. » Pour lui, c'est un manque de respect. C'est direct, mais ça montre bien l'enjeu. Un cadre de l'État doit savoir écrire un français impeccable. Une écriture illisible ou une copie mal présentée, c'est juste rédhibitoire. Logique, on peut difficilement être crédible en conseillant un directeur si on ne maîtrise pas les bases. Et ensuite, Ensuite, il y a le hors-sujet partiel. Ça, c'est plus subtil. Le candidat a bien compris le thème, mais il oublie un mot, un concept clé de la commande. L'exemple donné sur le sujet de 2025 est parfait. La consigne, c'était d'accompagner les acteurs. La plupart des candidats ont proposé un catalogue d'actions à mettre en place directement. Ils ont complètement oublié la dimension d'accompagnement. Ils ont traité le quoi, mais pas le comment. En gros, ils ont répondu à côté. ça me fait penser à un autre point, c'est le manque d'audace, la peur de sortir du dossier. Ça me paraît contre-intuitif. On nous répète tout le temps de s'en tenir aux documents. Et là, les sources disent qu'il faut apporter ses propres données. C'est risqué, non? C'est le paradoxe de l'épreuve. Et c'est un point crucial. Beaucoup de candidats ont peur de rompre l'anonymat ou de dire une bêtise, alors ils restent collés au dossier. Résultat, une copie désincarnée, théorique. Or, tous les rapports de jury disent l'inverse. L'apport de connaissances personnelles, c'est valoriser. Citer un chiffre de sa DGAS ou donner un exemple de sa propre fédé, ça ne rompt pas l'anonymat. Au contraire, ça donne du corps, de la crédibilité à la proposition. Ça montre que le candidat est déjà un pro, qui a une expertise. C'est une prise de risque, oui, mais une prise de risque attendue. Il faut donc oser être soi-même, professionnellement. Ce qui nous amène au dernier piège, j'imagine, le manque d'originalité. Si tout le monde reste collé au dossier. Toutes les copies se ressemblent. C'est le symptôme final. Les correcteurs se plaignent de lire 50 fois la même chose, avec les 3 mêmes propositions bateau qui paraphrasent le dossier. Le jury ne veut pas voir si on sait lire. Il veut voir si on sait penser, proposer des actions innovantes, ou même juste adapter un truc qui existe déjà au contexte précis de la commande. C'est ça qui fait briller une copie. Le tableau est assez clair et un peu terrifiant. Soyez stratégique, original, concret, impeccable sur la forme. Ça fait beaucoup en 4 heures. Concrètement, les documents qu'on a, est-ce qu'ils donnent des astuces, une méthode pour ne pas se noyer? Heureusement oui. Et le conseil le plus puissant, il vient de Jean-Yves Taillac lui-même. Et il est totalement contre-intuitif. Il dit « commencez par la fin ». C'est-à-dire, je m'assois, je lis le sujet et j'écris mes propositions tout de suite. Mais comment c'est possible? Je n'ai pas encore analysé le dossier. J'aurais l'impression d'être complètement à côté de la plaque. C'est une excellente question.
Et c'est là qu'est la subtilité. Il ne s'agit pas de rédiger les préconisations de A à Z dans les 10 premières minutes, bien sûr. L'idée, c'est, après une lecture rapide du sujet et un survol du dossier, de prendre un brouillon. Et là, d'esquisser les 3 ou 4 grandes orientations de votre stratégie. C'est poser les piliers de la maison avant de construire les murs. Une fois que vous avez cette structure, cette destination, tout le reste de votre travail va être orienté vers un but précis, justifier ses préconisations. Ça évite de passer 3 heures à naviguer à vue pour se rendre compte à la fin qu'il ne reste plus de temps pour l'essentiel. C'est une inversion totale du processus de pensée. Au lieu du schéma analyse puis conclusion, on est sur hypothèse de conclusion, puis analyse qui la valide. Ça demande de faire des choix très vite, et donc ça veut dire qu'on ne peut pas tout utiliser dans le dossier. Exactement. Et c'est le deuxième conseil pratique, la sélectivité. Les rapports sont formels. Vouloir à tout prix citer tous les documents, c'est une erreur. C'est la preuve d'un esprit scolaire, pas d'un esprit de synthèse. Le dossier, il est dense exprès. Le bon candidat, c'est celui qui va identifier les 4 ou 5 documents les plus pertinents pour sa stratégie. Et il construit son argumentation autour. Il faut renoncer à être exhaustif pour viser la pertinence. C'est ça un esprit stratégique. On en revient à l'importance de la personnalisation, oser apporter ses propres connaissances pour nourrir cette sélection. C'est le 3e pilier. Une fois que vous avez sélectionné les documents clés, vous les enrichissez avec votre expertise. Un chiffre, un exemple, le nom d'un dispositif local. Ce sont ces éléments qui transforment une bonne analyse en une vraie note pro et qui montrent au correcteur qu'on n'est pas juste un passeur de concours, mais bien un futur cadre. Et sur la forme, au-delà du fond, il y a des astuces pour sonner plus pro ? Oui, il y en a une, très concrète et très efficace. Elle concerne le budget, qui est souvent un passage obligé. Plutôt que de se lancer dans des chiffres au hasard, il est conseillé de présenter le financement en pourcentage et par source. Par exemple, 40% de subventions de l'Agence nationale du sport, 30% des collectivités, 20% d'autofinancement, 10% de mécénat. On peut même faire un petit camembert ou un tableau. Ah, c'est malin ! C'est un raccourci visuel qui montre tout de suite qu'on a une pensée de manager, qu'on réfléchit en modèle économique, sans inventer de chiffres. C'est une excellente façon de se démarquer. Tout à fait. Et le dernier point, le plus subtil peut-être, c'est la posture. Le candidat n'est pas le ministre ou le DTN, il est un conseiller. Son rôle est d'éclairer une décision, pas de la prendre. Le langage doit refléter ça. On oublie les impératifs comme « il faut faire ceci ». On privilégie le conditionnel, des formules comme « il serait envisageable de »,« une piste à explorer pourrait être ». Le but, c'est de fournir à son supérieur une analyse et des options claires pour qu'il puisse, lui, décider. C'est ça, l'aide à la décision. Le ton est crucial donc. On est le conseiller, pas le patron. Si on résume, l'idée centrale de toutes ces sources, c'est que cette épreuve, c'est une performance, une simulation. Elle teste moins ce qu'on sait que la manière dont on pense, on analyse et on communique comme un pro. Il y a une citation que j'ai trouvée parfaite dans les documents. Toute la préparation se fait avant le combat, ensuite on déroule. Le jour J, il n'est plus temps d'apprendre. Il faut exécuter une stratégie qu'on a répétée. C'est exactement ça. Et cette idée, elle soulève une dernière question, une réflexion plus profonde qui est suggérée dans les documents. Un formateur y explique que l'épreuve est tellement exigeante, tellement proche du réel, qu'elle demande en fait de maîtriser les compétences du métier avant même d'y être entré. Et ça pose une question fondamentale pour quiconque prépare ce concours. Est-ce que la préparation vise juste à réussir un examen, à cocher des cases pour avoir une bonne note, ou est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt viser à devenir en amont le professionnel que cet examen recherche ? Ce changement de perspective, passer de « je prépare un concours » à « je suis en train de devenir un cadre du sport », c'est peut-être au fond la stratégie la plus importante de tout.